Bonjour à toutes et à tous. S'il vous plaît, veuillez me confirmer, est-ce que vous m'entendez? Veuillez m'envoyer un message, s'il vous plaît. Oui, on vous entend, Oui, très madame. bien. Donc, sans tarder, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on va aborder la sémiologie de la glande mammaire. Donc, en introduction, vous savez que le sein est un organe père qui contient une glande exocrine qui est la glande mammaire. Sa morphologie, elle est très variable selon le sexe et chez la femme selon la phase de la vie génitale. Donc, chez l'homme et l'enfant, il faut savoir que la glande mammaire, elle est rudimentaire, c'est-à-dire, il s'agit d'une surélévation centrée par la plaque aréolo-mamelonnaire. Le sang est très bas, alors, attendez. Qu'est-ce que c'est ça? Et le son, ça, vous m'entendez mieux comme ça? Veuillez me confirmer, s'il vous plaît. C'est pas dans notre réponse. Très bien, ok. Donc, je disais que chez l'homme et l'enfant, il faut savoir que la glande, elle est rudimentaire. Donc, il s'agit seulement d'une surélévation centrée par la plaque aréolo-mamelonnaire. Il faut savoir aussi que l'examen des seins fait partie intégrante de l'examen gynécologique. Ce n'est pas donc un examen qui est optionnel. Vous n'entendez pas bien comme ça aussi? Et comme ça va mieux? D'accord, ok. Oui, Donc, je madame. disais que l'examen des seins doit être fait systématiquement chez toute femme donc, qui consulte, peu importe le motif. Lorsqu'on va faire l'examen gynécologique, on doit faire l'examen sénologique. De plus qu'en Algérie, donc il y a une patiente sur 9 qui est atteinte du cancer du sein. Et malheureusement, donc, dans notre pays, c'est beaucoup plus les femmes jeunes qui sont concernées. Donc, toute femme qui consulte, qui a plus de 40 ans, peu importe son motif, donc pensez à la sensibiliser pour faire le dépistage par une mammographie. On va voir quelques notions donc d'anatomie. Donc, vous savez que le sein, donc c'est un organe qui est situé sur la face antérieure du thorax. Et c'est un organe qui est hétérogène. Donc, il est constitué par plusieurs tissus. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, on a le revêtement cutané. Donc, il est centré par l'aréole et le mamelon. En dessous, nous avons la glande mammaire qui est constituée par 20 à 40 lobules. Elle est entourée par un tissu conjonctif et le tout est enchâssé dans la graisse qui repose donc elle-même sur le muscle grand pectoral. Donc, et je vous rappelle aussi que pour le drainage lymphatique, donc pour la glande mammaire, elle est drainée par principalement deux groupes. Donc, il y a les ganglions axillaires qui sont accessibles à la palpation et ganglions mammaires internes qui se trouvent par contre sous le sternum et donc ne sont pas accessibles à l'examen clinique. Ces deux groupes vont se jeter en région susclaviculaire. C'est le troisième groupe. Donc là, pour l'aréole, c'est un disque régulier de 15 à 30 mm, pardon pour l'erreur, de diamètre. Donc elle est pigmentée de couleur brune et elle renferme des glandes sébacées. C'est ce qu'on appelle les tubercules de Morgani. Mais au cours de la grossesse, ces tubercules prennent du volume, donc augmentent de taille et on les surnomme les tubercules de Montgomery. Pour le mamelon, donc il s'agit d'une surélévation cylindrique au centre de laquelle, donc il se trouve au centre de l'aréole, il fait 10 à 12 mm de longueur et 9 à 10 mm de largeur. Il a la même coloration brunâtre que l'aréole et se termine par de nombreux orifices ou pores, en fait, qui correspondent
aux terminaisons des canaux galactophores. Donc, on a dit que le sein était une grande paire, donc elle est lobulée. Son volume est variable selon le sujet et l'ethnie. Il faut savoir aussi que le volume augmente en période prémenstruelle du fait de l'œdème qui est généré par les oestrogènes. Elle augmente aussi donc, la glande pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Et dans la post-ménopause, elle s'atrophie. Donc, elle présente des formes variables. Donc, la plus commune, c'est la forme discoïde, mais il y a aussi la forme conique et périforme. Sachez qu'il y a toujours une légère asymétrie physiologique entre les deux seins, c'est-à-dire il y a toujours un sein qui est un peu petit par rapport à l'autre. On peut parfois aussi trouver des glandes, ce qu'on appelle surnuméraires ou bien polymasties. Donc, on va voir sur le schéma. Donc, rappelez-vous, pendant la vie embryonnaire, sur la crête mammaire ou bien les lignes mammaires, peuvent apparaître des bourgeons, donc mammaires. Ils involuent et seulement une seule paire qui persiste au niveau du thorax, donc c'est ce qui donne le sein. Chez certaines personnes, ces bourgeons n'involuent pas et donc on peut retrouver donc, sur la ligne soit une glande surnuméraire avec donc le tout avec la plaque aréolo-mamelonnaire ou bien parfois on peut trouver seulement comme ici sur cette image seulement le mamelon et la plaque. Et là c'est ce qu'on appelle la polytélie. Plusieurs mamelons c'est polytélie. Plusieurs glandes mammaires, c'est polymastie. En ce qui concerne le rappel physiologique, donc le sein est comme l'endomètre. C'est un organe qui comporte des récepteurs hormonaux, donc aux hormones ovariennes. Chaque lobe est composé de 20 à 40 lobules et l'unité fonctionnelle au niveau de la glande est représentée par la sinus ou bien l'alvéole. Alors, que vont faire ces hormones? Les œstrogènes sont responsables de la différenciation et le développement des canaux galactophoriques et du tissu conjonctif. Donc, c'est pour cette raison, en prémenstruel, le sein il est douloureux du fait de l'œdème qui est généré par les œstrogènes. Et la progestérone, en fait, elle agit sur la sinus. Donc, elle est responsable du développement des acinis. La principale fonction de la glande, vous savez, donc c'est la lactation qui commence donc à se mettre en route à partir du deuxième trimestre de la grossesse déjà. Donc ici sur le schéma, on va passer rapidement. Donc c'est un canal galactophore. Au bout, il y a un sinus, puis l'orifice qu'on voit au niveau du mamelon. Ici, donc l'unité fonctionnelle, nous avons plusieurs acinis, ce qui est en rang, qui vont se déverser dans le canalicule. Et tout autour, on a le tissu conjonctif. Maintenant, par rapport au cycle menstruel, durant les premiers jours du cycle, on a une chute hormonale. Donc, le taux d'oestrogène et de la progestérone sont bas. Et là, le sein, il n'est pas douloureux, il n'y a pas d'œdème, donc on a l'impression qu'il y a une régression glandulaire et conjonctive maximale. Après, dès le 10e jour, il y a une prolifération de la partie distale des canaux galactophoriques et là, l'œdème commence à s'installer au niveau du tissu conjonctif. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure, l'examen sénologique idéalement doit être réalisé durant la première phase du cycle pour qu'il soit moins douloureux. Maintenant, après l'ovulation, donc l'œdème continue donc à progresser. On a une hypertrophie des acinis. Et là, en même temps, la progestérone, elle va arrêter la prolifération des canaux galactophores. Maintenant, on passe à l'examen clinique. Comment procéder à un examen sénologique? Donc, l'examen doit être méthodique. Tout d'abord, donc, il y a l'interrogatoire qui est classique. Donc, il est essentiel. Qu'est-ce qu'on va préciser? Donc, l'âge de la patiente, les antécédents familiaux, médicaux, chirurgicaux, mais surtout oncologiques. Donc, on va rechercher un antécédent familial d'un cancer du sein dans la fratrie, donc la mère ou bien la sœur, les cousines, un cancer d'ovaire, de l'utérus et même digestif. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, donc il associe des cancers digestifs avec des cancers gynécologiques hormonaux dépendants. Et on recherche également un antécédent d'une mastopathie bénigne. Pour les antécédents personnels, donc vous allez relever les antécédents médicaux et chirurgicaux classiques.
mais aussi gynécologiques et obstétricaux. On recherchera aussi un antécédent personnel de pathologie mammaire préexistante, qu'elle soit bénigne ou maligne, donc les adénofibromes, la maladie fibrokystique et le cancer du sein. Et aussi, on doit chercher si la patiente prend des traitements, surtout pour les traitements hormonaux. Maintenant, quels sont les signes fonctionnels qui peuvent amener la patiente à consulter? Tout d'abord, le signe le plus fréquent, c'est l'écoulement mamelonnaire. C'est quoi? On le définit par un écoulement d'aspect variable, par un ou plusieurs pores galactophoriques du mamelon, en dehors de la période de la lactation et du postpartum immédiat. Donc, tout écoulement en dehors de ces deux périodes, c'est un écoulement qui est pathologique. Il peut être spontané ou bien provoqué par la pression. Spontané, c'est-à-dire, déjà à l'inspection, vous allez voir l'écoulement s'écouler à travers l'orifice. Il peut être unilatéral, concerner un seul sein ou bien bilatéral. L'aspect est variable. Il peut s'agir du lait, un aspect laiteux. Il peut être verdâtre ou bien purulent, aqueux, citrin ou encore sanglant. Donc, on doit toujours préciser la date d'apparition du signe fonctionnel et on doit rechercher son étiologie. Donc, pour les écoulements mamelonnaires, le plus souvent, l'étiologie, elle est bénigne. Cependant, pour les écoulements, par exemple, sanglants, qui est uniporie, donc unilatéral, généralement, il peut cacher un carcinome in situ. Donc, sur ces photos, donc, on peut voir les différents aspects d'écoulement. Donc là, c'est un écoulement laiteux. Là, vous voyez qu'il est verdâtre. Là, c'est un citrin. Et voilà comment on voit le sanglant, ou bien sanguinolent. Donc, généralement, c'est un seul orifice qui produit l'écoulement. Donc, ça, c'était le premier signe des écoulements mamelonnaires. Le deuxième signe fonctionnel, ce sont les mastodénies. C'est une douleur qui se projette en regard de l'aire mammaire et peut être en fait, d'une origine mammaire ou bien extramammaire. Donc la douleur elle peut être osseuse, donc prendre origine au niveau des côtes ou bien cutanée. Nous, on va s'intéresser aux douleurs d'origine mammaire. Elles peuvent être unilatérales ou bien intéresser les deux seins. On distingue les mastodénies cycliques, c'est-à-dire qui apparaissent à chaque cycle menstruel. Donc, ce sont des douleurs mammaires liées au cycle menstruel avec recrudescence prémenstruelle et résolution spontanée pendant les règles. Donc, généralement, ces douleurs, elles sont dues, on a vu tout à l'heure, aux variations hormonales. Donc, parfois, d'un cycle à un autre, les taux d'hormones sécrétées ne sont pas les mêmes. Parfois, au cours des cycles, il y a une hyperstimulation, donc il y a beaucoup d'oestrogènes et donc l'œdème est important, ce qui va provoquer ces douleurs. Et vu qu'on a vu tout à l'heure, pendant la première phase du cycle, les premiers jours, il y a une chute hormonale, donc là, la douleur, elle disparaît spontanément parce qu'on n'a pas assez d'oestrogènes, le taux chute. À côté, il y a les mastodénies non cycliques. Donc là, la douleur, elle peut être soit aiguë ou bien chronique. La douleur aiguë, généralement, elle va révéler une pathologie cystique à croissance rapide ou bien un abcès mammaire ou bien une mastite granulomateuse d'origine auto-immune ou un cancer du sein inflammatoire. Donc, c'est une forme particulière de cancer qui va se manifester par une mastite. Donc, en fait, on ne pourra pas faire la différence entre un abcès et un cancer inflammatoire cliniquement à vue d'œil. Donc, c'est la preuve histologique qui tranche. Quant à la douleur chronique, donc on la voit beaucoup plus dans la maladie fibrokystique, donc les patients qui ont des adénofibromes et des kystes mammaires multiples. C'est exceptionnel qu'un cancer du sein soit révélé par une douleur mammaire chronique. Le troisième signe fonctionnel, c'est le nodule du sein. Donc, il peut être généralement découvert soit par la patiente au cours d'une autopalpation ou bien par un médecin, que ce soit dans le cadre d'un examen systématique ou dans le dépistage. Le quatrième signe, ce sont les anomalies cutanées. Alors, donc on a soit une anomalie de la coloration des téguments, la patiente va remarquer une rougeur au niveau de son sein ou bien une lésion violacée, ça dépend. Parfois, elle va remarquer la présence d'une ulcération.
ou encore l'aspect en peau d'orange. Donc, on verra ça en image tout à l'heure. C'est l'œdème cutané. Ou encore, elle peut remarquer une ride ou bien un plissement ou ce qu'on appelle encore une fossette cutanée. C'est-à-dire, on va voir ça en image, il y a une dépression au niveau de la peau. Et ceci, en fait, traduit la présence d'adhérence d'un nodule, donc intramammaire, ayant des adhérences avec le plan cutané qui va le tirer donc à l'intérieur, c'est ce qui va former cette dépression cutanée. Donc, il faut toujours préciser, demander à la patiente la date d'apparition de cette lésion et son évolution. Donc ça, c'était à l'interrogatoire. Donc après l'interrogatoire, on passe à l'examen physique. Donc l'examen sténologique, il est un peu particulier. Donc il est réalisé dans une chambre bien éclairée et chauffée. Et il est indispensable que la patiente soit dévêtue jusqu'à la ceinture, car on peut méconnaître certaines lésions. Donc l'examen doit être toujours bilatéral et comparatif. Il est fait idéalement au cours de la première phase du cycle, donc j'ai expliqué tout à l'heure, et il comporte 3 temps. Donc il y a l'inspection, la palpation des seins, et on termine par la palpation des aires ganglionnaires. Tout d'abord, l'inspection. Alors, on va inspecter la patiente de face et de profil. D'abord, elle sera assise sur une chaise ou bien sur la table de consultation, les bras pendants, donc comme on le voit sur cette image, puis on va lui demander de relever les bras, tout en faisant l'inspection. Parfois, on peut lui demander aussi de se mettre en décubitus dorsal ou bien de se pencher en avant. Donc si on décèle une anomalie lorsqu'elle est assise avec les bras pendants ou bien surélevés, généralement, on refait l'inspection en position couchée. Qu'est-ce qu'on peut relever comme résultat rien qu'en inspectant la patiente? Alors tout d'abord, on doit voir le volume des seins, leur forme et la symétrie. Est-ce qu'il y a, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une asymétrie physiologique, mais qui est légère. Est-ce que les seins sont symétriques ou pas? On va inspecter la plaque aréolo-mamelonnaire, la PAM. On va voir est-ce qu'elle est au centre du sein. Existe-t-il des PAM ou bien des glandes surnuméraires? La symétrie, le relief, et on doit rechercher aussi une forme particulière du cancer du sein qui est la maladie de Paget. C'est un aspect framboisé eczématiforme de la plaque aréolo-mamelonnaire. Par ailleurs aussi, on doit voir le galbe général du sein. On doit rechercher une fossette cutanée. Et enfin, les téguments. Est-ce que la peau, elle est normale? N'y a-t-il pas une rougeur, donc une réaction inflammatoire localisée, carrément une ulcération, ou encore l'aspect en peau d'orange? Donc ici, pour ce qui est de la plaque aréolo-mamelonnaire, on a dit tout à l'heure que le mamelon fait à peu près 10 à 12 mm de longueur. Il existe des malformations disant congénitales, il peut être un peu plat ou carrément invasiné. Mais là, il faut demander à la patiente. Lorsqu'il est invasiné, on lui demande est-ce que c'est congénital ou bien cette anomalie a apparu, par exemple, il y a un mois avec le nodule. Là, ça devient pathologique. Donc, voici un mamelon invasiné ou bien ombiliqué. Ici, on voit donc la fossette et la fameuse dépression cutanée. C'est comme ça qu'elle se présente. Là, vous remarquez qu'il y a une asymétrie donc, remarquable. Et là, il y a ce qu'on appelle, c'est ça, l'aspect d'orange. On a l'impression que c'est une peau d'orange, du fait de l'œdème cutané. Là, nous avons donc des rétractions mamelonnaires, ou bien mamelon invasiné. Et voici l'aspect framboisé, donc qui concerne uniquement la plaque aréolo-mamelonnaire. Donc, il n'y a pas de nodule dans cette forme de cancer du sein, mais le cancer est situé au niveau de l'aréole. Donc ça, c'était le premier temps de l'examen qui est l'inspection. Pour la palpation, donc pareil, la patiente doit être assise, puis position couchée, avec les bras toujours pendants, puis levés. Les mains doivent être chaudes, on va les mettre bien à plat et on va procéder à l'examen cadran par cadran, sans oublier le prolongement mammaire.
On va faire des mouvements de pression et rotation de la glande sur le grille costal. Et on termine par l'expression des deux mamans à la recherche d'un écoulement provoqué donc par la pression. Donc ici, le sein, on va le diviser en 4 cadrans. Donc nous avons le cadran supéro-externe, le cadran inféro-externe, l'inféro-interne et le supéro-interne. Donc on va faire la palpation. Ici, on va mettre 3 doigts et comprimer un peu la glande contre le grille costal et faire un mouvement de rotation et procéder comme ça. Donc d'un cadran à un autre. Après, on va faire une pression sur le mamelon. Donc là, généralement, la palpation, elle peut être soit avec une main, ou bien il y a une autre technique avec 2 mains. C'est ce qu'on appelle le palpé roulé. Puis on exprime le mamelon. Là, après avoir exprimé, donc, il y a un écoulement qui a apparu. Donc on termine l'examen par l'examen des aires ganglionnaires. La même chose. Donc là, ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a seulement 2 régions accessibles à l'examen clinique. Donc nous avons l'aisselle et la région susclaviculaire. Donc on va rechercher la présence d'une adénopathie suspecte. Donc ici, si on trouve une adénopathie, on va préciser le nombre, y a-t-il une seule ou bien plusieurs, leur volume, le siège, la consistance, la sensibilité et la mobilisation. Donc une adénopathie qui est fixée, c'est un facteur de mauvais pronostic. Donc voici comment on fait la palpation donc, au niveau des aisselles, puis au niveau en susclaviculaire. Donc après avoir terminé donc l'examen, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat? Donc soit l'examen clinique est normal et ceci n'exclut pas un cancer du sein, car généralement la palpation d'un nodule est possible pour un praticien expérimenté. Il peut palper un nodule donc au-delà de 1 cm. Sinon pour les patientes, elles palpent les nodules au-delà de 2 cm. Mais l'absence donc le palpation de nodule n'exclut pas un cancer du sein. Soit on va retrouver un nodule. J'ai le micro juste en face de moi. Donc pour ceux qui n'entendent pas, je m'excuse. Maintenant, j'ai trouvé un nodule à la palpation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de préciser? Tout d'abord, le nombre. S'agit-il d'un nodule unique ou bien il y a plusieurs nodules? La topographie par rapport au cadran. Ce nodule, je l'ai trouvé au niveau du cadran supéro-externe, parfois au niveau de la jonction de 2 cadrans, ainsi de suite. D'accord, merci. Donc je disais, on va mesurer ce nodule grâce à un mètre ruban. Donc on va mesurer le diamètre vertical et transversal. On va étudier les limites de ce nodule. Est-ce que les limites sont bien perçues à la palpation donc les doigts ou bien c'est diffus? On n'arrive pas à bien déterminer la limite. C'est imprécis et c'est irrégulier. On va aussi étudier la consistance. Est-ce que ce nodule il est dur ou bien il est mou, rénitant? Donc ça peut être hydrique ou bien élastique. Après, ça sera la sensibilité. Est-ce que ce nodule est douloureux ou non? Et enfin, donc, la mobilité. Est-ce un nodule qui est fixé? Ça veut dire qu'il y a des adhérences, soit avec le plan superficiel cutané ou carrément en profondeur avec le muscle pectoral, ou bien il est mobile. Et enfin, on va voir est-ce qu'on regarde ce nodule, il y a une réaction inflammatoire ou bien un aspect en peau d'orange ou une ulcération ou bien une rougeur, où la peau elle est tout à fait normale. Maintenant, pour savoir si ce nodule est adhérent au muscle pectoral, il y a une manœuvre qu'on effectue, c'est la manœuvre de Tillot. Là, on va demander à la patiente de mettre sa main sur sa hanche et de faire une adduction forcée. Et nous, la main, elle va palper ce nodule. Donc, si le nodule, il est adhérent au muscle pectoral, lorsqu'elle va faire cette manœuvre, le muscle se contracte et normalement, le nodule, il va perdre un peu de sa mobilité parce qu'il est fixé au niveau du pectoral. Si en faisant cette manœuvre, le nodule, il est
complètement mobile, donc ça veut dire qu'il n'est pas adhérent au plan profond. Madame, est-ce que vous pouvez répéter la manœuvre? Si l'évolution, si la tumeur ou bien ce nodule a évolué par rapport à sa découverte par elle-même. Donc, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs éléments Madame, est-ce que vous pouvez, à l'examen. est-ce que vous pouvez Donc, à la fin de chaque examen clinique sénologique, on est obligé donc, de reporter l'examen sur un schéma parce qu'en fait, il va être utile pour les examens ultérieurs. Donc ici, par exemple, si j'ai trouvé un nodule au niveau du cadran supéro-externe du sein droit, je vais le dessiner ici, faire une flèche et écrire tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure, sensibilité, mobilité, les mesures, ainsi de suite. Donc ça, si je l'ai dit tout à l'heure, l'examen clinique ne permet pas de déceler des tumeurs inférieures à 2 cm par la patiente, mais par le médecin, on peut aller jusqu'à 1 cm. Donc, on ne peut pas se fier uniquement à l'examen clinique. Pour la manœuvre, oui, on va laisser, s'il vous plaît, les questions à la fin. On va bientôt terminer. Je vais la répéter. Maintenant, quels sont les examens de dépistage? Donc, l'examen clé, donc l'examen essentiel, c'est la mammographie. Donc, c'est l'examen de référence. Elle doit être faite pendant les 2 premiers jours du cycle. On l'a expliqué tout à l'heure. Le sein est douloureux après. Donc, il faut toujours la réaliser pendant la première phase. Pourquoi? Parce que voici le mammographe. En fait, on va exercer une pression sur le sein. Donc, imaginez la douleur la deuxième phase. L'examen serait impossible. On doit réaliser 3 incidences radiologiques. Et le diagnostic, elle permet, la mammographie, de faire le diagnostic des lésions intracliniques. Donc, c'est pour ça, lorsque mon examen est négatif, je suis obligée de faire donc une mammographie. Les calcifications, on ne peut pas les palper, ni parfois les voir à l'échographie. Donc, elles ne sont vues qu'avec la mammographie. Et sachez que la mammographie a des limites, par contre. La femme jeune, généralement inférieure de 30 ans, donc qui est célibataire, la glande mammaire n'est pas encore mature parce qu'elle termine sa maturation pendant la grossesse, l'allaitement. Lorsqu'on va faire une radio, on va voir l'image, on va voir le sein complètement blanc. C'est un sein qui est dense et du coup, ça peut cacher des lésions. Donc la mammographie, on ne la fait pas chez les jeunes filles. On va faire un autre examen. Et sachez aussi qu'il existe une classification de la Société américaine de radiologie, donc l'ACR, qui va de 0 à 5, qui va classer les lésions, donc de la lésion la plus bénigne à la lésion la plus suspecte de malignité. Donc ça, c'était pour la mammographie. L'examen qui complète donc la mammographie, c'est l'échographie mammaire. Donc généralement, qu'est-ce qu'on va donner pour l'examen? C'est une échomammographie. L'échographie mammaire, donc, elle trouve son intérêt chez la femme jeune, donc qui a moins de 30 ans, et permet aussi de faire des gestes. Donc, on peut faire des ponctions d'abcès ou de kyste et de faire les microbiopsies avec un pistolet. Il y a aussi l'IRM mammaire, donc, qui se fait aussi chez nous en Algérie. Elle a ses indications, elle n'est pas systématique. S'il vous plaît, les questions, veuillez me rappeler pour les 5 dernières minutes. Donc, pour l'IRM mammaire, je disais qu'elle avait ses indications. Par exemple, on peut l'indiquer chez les patients qui ont plus de nodules mammaires. Donc, parce que j'ai plusieurs nodules, là, je suis en droit de faire une IRM pour avoir une cartographie exacte. On peut aussi la demander, on doit la demander dans le cancer type lobulaire du sein. Pour la galactographie, c'est l'injection d'un produit hydrosoluble radio-opaque avec un cathéter que vous voyez en bas de l'image à droite. Donc, on introduit ce fin cathéter à travers un orifice du mamelon et on injecte le produit de contraste. Et voilà, on fait une mammographie et voilà ce qu'on va voir. On va étudier tous les canaux galactophores pour voir s'il n'y a pas, par exemple, un papillome, il y a une image de soustraction ou un arrêt donc, du produit. Il y a aussi la cytoponction, donc elle a surtout un intérêt diagnostique parce qu'on va relever des cellules par aspiration et thérapeutique. S'il y a un abcès ou bien un kyste, on peut le ponctionner et le vider. Par contre, elle n'est pas aussi précise, bien sûr, que l'histologie.
Et enfin, la biopsie. Donc, la biopsie permet d'obtenir un prélèvement tissulaire pour une étude histologique. Donc, elle se fait sous anesthésie locale généralement. Voici le pistolet donc, du radiologue avec lequel il va faire une microbiopsie. Donc, il va inciser un peu, il va mettre un peu de xylo pour anesthésier la peau, faire une toute petite incision, 5 mm environ, mettre la sonde d'échographie pour localiser le nodule et introduire donc le pistolet et faire la microbiopsie. C'est un pistolet automatique. Donc ça, c'était pour les examens complémentaires. Maintenant, on va juste citer quelques pathologies mammaires. Donc, on a dit que le sein, c'était un tissu qui est riche, hétérogène. Donc, vous avez le plan cutané, on a la peau, on a un tissu glandulaire, donc la glande mammaire, un tissu conjonctif et un tissu adipeux. Donc, l'anomalie ou bien la pathologie, elle peut siéger au niveau de l'un de ces différents tissus. Et du coup, donc, pour les pathologies bénignes, nous avons les adénofibromes. L'adénofibrome, c'est une, qui prend naissance au niveau du tissu conjonctif beaucoup plus. Il y a les kystes, il y a l'abcès du sein, donc généralement c'est infectieux. Il y a la maladie fibrokystique. Alors, ou bien ce qu'on appelait avant mastose. Maladie fibrokystique, c'est en fait plusieurs microadénomes et plusieurs microkystes, ou bien des kystes qui sont parsemés un peu partout dans la glande mammaire. Et c'est souvent dû à un désordre hormonal. Donc, il y a une donc on a vu tout à l'heure qu'il y a la progestérone et les oestrogènes, donc qui sont responsables du développement donc, de la glande mammaire lorsqu'il y a des perturbations hormonales. Donc, des hormones en plus, ça crée donc un désordre. Il y a le lipome, donc c'est au niveau du tissu, donc c'est une tumeur bénigne au niveau du tissu adipeux. Et il y a aussi la gynécomastie. Pour les lésiomanies, donc ce sont tous les types, sachez qu'il y a plusieurs types de cancer du sein. Donc, il y a le cancer canalaire, c'est-à-dire qui prend naissance au niveau du canal galactophore. Il y a le cancer lobulaire, donc il est glandulaire. Le sarcome, c'est au niveau du tissu conjonctif, et ainsi de suite. Donc, sur cette image, on voit, par exemple, là, c'est un adénofibrome, donc qui prend naissance au niveau du tissu conjonctif. Donc, c'est une prolifération anormale des cellules. Et c'est bénin, donc généralement inférieur à 2-3 cm. On donne à la patiente un traitement progestatif et on fait uniquement une surveillance. Parce qu'ils récidivent, donc on peut les enlever chirurgicalement, mais généralement, vu que c'est secondaire à un désordre hormonal, ça récidive. Il y a les kystes, donc ils peuvent prendre naissance de n'importe quel tissu. Il y a les abcès et les tumeurs. Donc vous voyez, la tumeur, généralement le nodule tumoral, il est irrégulier et présente, vous voyez ici, les adhérences dont on parlait tout à l'heure, les connexions cutanées. Donc c'est pour ça, c'est ce qui crée les dépressions et les fossettes, ou bien des rides. Donc voilà, pour conclure, le sein est un organe hétérogène qui peut être le siège de nombreuses pathologies, le plus souvent bénignes, dans 90%, il s'agit donc de pathologies bénignes. Cependant, le cancer du sein est la hantise du praticien et de la patiente et doit être éliminé en premier lieu. Donc chez toute patiente de plus de 40 ans, veuillez donc demander au moins une mammographie. Et l'intérêt aussi de l'autopalpation, donc qui doit être apprise aux patients. Donc, je vous remercie. Alors, j'en reviens aux questions. Alors, pour les questions, pour la manœuvre de Thio, donc je vous ai dit, imaginez, donc vous demandez à la patiente de mettre la paume de sa main contre sa hanche et d'exercer une pression contre